mais ce qui n'a pas empêché le secrétaire général de l'ONU, Guterres, de dire que dans le domaine du climat, on avait vraisemblablement ouvert les portes de l'enfer. Je le cite. Qu'est-ce qui s'est passé au cours des 3 derniers mois? Finalement, je n'ai pas fait de capsule, à part la prolongation de mes capsules pour parler du portrait officiel du président de la République française, Macron, donc ce portrait de 2017, qui commence à faire couler beaucoup d'encre et qui a ouvert beaucoup de perspectives, d'analyse de ses discours, de son comportement, etc. Et qui finalement inquiète plus parce que lui se prend finalement pour peut-être pour l'antéchrist, pour quelqu'un qui a une mission, qui le transcende, qui le dépasse. Et en tout cas, c'est troublant, comme vous avez pu le voir si vous avez suivi les articles dans Le Banquet de Juste Milieu, mon interview récente avec Rémi, et toutes les capsules, dont celle avec Stéphanie, les discussions avec Vincent Le Maquis, également avec Valérie, avec Chantal, Théa, enfin bref. Donc c'est un sujet que j'ai voulu traiter de façon assez complète et je pense que j'y reviendrai. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parmi les faits saillants au cours des 3 derniers mois, et que je détaillerai un peu plus tard dans la capsule de ce jour, il y a eu évidemment le coup d'État manqué de Wagner, Prigojine, et ses conséquences, puis dans le mois suivant, la mort de Prigojine avec tout l'état-major de Wagner. En ce moment, il y a la visite du roi Charles III en France, il y a eu le sommet des BRICS, et donc les 6 nouveaux membres, le divorce de Justin Trudeau, le début de la procédure d'impeachment à l'encontre de Biden, qui, selon les démocrates, sera quand même le candidat démocrate à la présidence, peut-être contre Trump, sauf si toutes les procédures qui sont en train d'être mises sur son chemin l'empêchent d'être candidat. Tucker Carlson, qui a fait plus de 260 millions de vues avec son interview de Donald Trump, qui est excellente, pour ceux qui ne l'ont pas vu. 260 millions de vues pour un programme politique, c'est quelque chose de considérable. Mais également, je pense qu'il doit approcher des 50 millions de vues avec son entretien avec quelqu'un qui prétend avoir eu des relations gays avec Obama. Tous les problèmes d'inflation qui semblaient rediminuer et qui va repartir au galop avec la rentrée compte tenu des prix des énergies qui montent et des poids des dettes, et surtout en France avec tous nos prêts à taux variables fixés en partie sur l'inflation. Un été de pluie asymptomatique, donc on nous avait promis la sécheresse et on a eu un été très pluvieux, mais ce qui n'a pas empêché le secrétaire général de l'ONU, Guterres, de dire que dans le domaine du climat, on avait vraisemblablement ouvert les portes de l'enfer. Je le cite. Donc tout à l'heure j'évoquais l'antéchrist, j'y reviendrai, mais là Gutiérrez qui utilise le mot les portes de l'enfer. Donc évidemment, je n'ai pas besoin de vous raconter tout ce qui a été dit, les journées les plus chaudes, le temps cataclysmique, la sécheresse, etc. En fait, ce qu'on voit, c'est véritablement un dérèglement climatique avec des choses très inquiétantes. Les incendies qui se sont passés à Maui, à Hawaï, ont vraiment c'est vraiment quelque chose de troublant. Les catastrophes naturelles, que ce soit en Syrie, en Iran, en Libye, c'est également des sujets sur lesquels il faudra revenir. Il y a la Coupe du Monde de rugby, la contre-offensive entre guillemets ukrainienne, la tentative des Russes de poser un objet sur la Lune
qui a échoué, mais une réussite indienne, la campagne de Robert Kennedy aux États-Unis, la situation en Afrique qui vraiment devient incontrôlable pour les Français, à part peut-être au Gabon, les rapprochements de plus en plus forts entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, la Syrie qui est revenue au sein de la Ligue arabe, le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan qui semble prendre une tournure vraiment très forte, avec quasiment une blitzkrieg, donc face à laquelle les Arméniens ont très largement déposé les armes. Toutes ces tentatives pour Nord Stream 1 et Nord Stream 2 de faire croire que ce ne sont pas les Américains qui ont fait le coup, avec les Anglais, l'assentiment des Français et les Allemands qui finalement sont les principales victimes, puisque les Russes ont trouvé de quoi écouler leur gaz ailleurs. Et d'ailleurs, l'Allemagne qui est en train de descendre dans une situation économique de plus en plus délicate, puisque le pays est en récession, l'inflation d'Allemagne galope, le prix de l'immobilier en chute libre. Ils réouvrent leurs mines de charbon, ils cassent d'ailleurs des champs d'éoliennes qui symboliquement avaient été mis au-dessus de ces fameuses mines de charbon, et donc qui sont déplacés ou détruits pour être remplacés par du charbon, puisque maintenant, au moins jusqu'à 2035, l'essentiel de l'électricité en Allemagne sera produite par des centrales à charbon. On le répétera jamais assez, mais le charbon, c'est quand même à peu près 25% de l'énergie consommée dans le monde. La France en consomme 2 millions de tonnes. Et donc, c'est loin d'être une énergie obsolète. Dans les campagnes, d'ailleurs, les gens réutilisent de plus en plus des poêles à charbon parce que c'est économique, ça fait une chaleur sympathique et finalement, ça se stocke relativement facilement. La Russie n'est pas du tout à genoux. Et d'ailleurs, elle est si peu à genoux qu'elle a décidé d'arrêter de nous vendre pour un certain temps du gasoil et de l'essence. Donc je pense que pour ceux qui n'ont pas fait leur plein et ceux qui peuvent faire des réserves, c'est le moment de le faire, parce que ça risque d'avoir peut-être plus d'effet que les grèves et les mouvements qui bloquaient un certain nombre de dépôts de carburant, parce que si ça n'arrive plus de Russie, ça risque d'être assez délicat. Les nouvelles vagues de Covid, futures injections dont on nous parle depuis le début de l'été, mais on sent que ça se rapproche, puisque dans les écoles, de plus en plus, les écoles demandent aux parents de signer des papiers pour les papillomavirus et autres vaccins Covid. On a vu le contrat sud-africain. Donc c'est effrayant ce que les gouvernements ont signé. Mais finalement pas si effrayant que le trucage des mots. La division Pfizer Animal appelle vaccin des injections pour castrer les animaux. Injections qui sont utilisées pour castrer les chevaux, castrer les porcs, castrer, etc. Donc des grosses injections, là on ne parle pas de toutes petites injections. Vous imaginez, vous injectez un produit pour faire une castration chimique d'un mammifère, et vous pensez que les gens qui vont consommer de ce mammifère n'auront pas de conséquences. Écoutez, moi j'ai un doute, vu ce qui se passe avec les effets secondaires, etc. On peut véritablement se poser la question à une époque d'eugénisme, de volonté ouverte de diminuer le nombre de personnes sur la Terre. On se dit qu'on est attaqué de toutes parts. On est attaqué avec les vaccins. On se rappelle de ces vaccins, mais aussi des postes radio qui étaient donnés en Inde pour castrer. Maintenant, on explique aux jeunes que finalement, les moyens contraceptifs, c'est pas que pour les femmes. Il y a d'autres moyens contraceptifs pour les hommes. Donc, on y vient petit à petit.
Est-ce qu'il y aura des conséquences sur la fertilité? Forcément, puisqu'on sait que la fertilité en Occident baisse considérablement et qu'aujourd'hui, on est au niveau mondial aux alentours de 2 enfants par femme et avec une tendance à la baisse, c'est-à-dire qu'on arrive à un moment où l'espèce humaine pourrait disparaître. Alors, on ne le ressent pas, puisqu'en fait, comme les gens vivent plus longtemps, évidemment, on n'imagine pas qu'il y a une baisse de population. Donc la population continue à grandir, mais à un moment, en fait, quand la pyramide des âges va faire que les personnes âgées mourront, et elles sont mortes en grand nombre pendant la période du Covid, mais évidemment, elles vont continuer... les gens continuent à mourir. D'ailleurs, l'espérance de vie baisse dans beaucoup de pays occidentaux et en particulier aux États-Unis où depuis plusieurs années, en fait, l'espérance de vie baisse à cause de l'obésité, à cause de tous les produits chimiques, à cause de tout ce que on nous pousse à manger, mais aussi à cause du stress, à cause de ces vies complètement folles où les gens sont obligés d'avoir 2-3 boulots pour rembourser leurs dettes, pour pouvoir payer les études et les soins médicaux ou dentaires à leurs enfants, etc., etc. On est dans des sociétés qui deviennent complètement folles. C'est-à-dire que, à part les personnes qui décident de se mettre un peu en marge et d'avoir des enfants, de consacrer du temps à leur famille, et évidemment d'avoir moins de facilité pour s'offrir le dernier modèle de voiture, le dernier modèle de téléphone. Enfin, quand vous imaginez qu'aujourd'hui, un téléphone, ça vaut facilement plus de 1500 €. Il y a des modèles du nouvel iPhone qui approchent les 2000 €, voire qui valent plus de 2000 € pour un téléphone, sachant qu'après, il faut prendre un abonnement, il faut acheter des applications, il faut... Alors je dis pas, hein, c'est formidable, hein, puisque les téléphones actuels, ils sont à peu près 100 ou 1000 fois plus puissants que les ordinateurs qui ont permis d'amener l'homme sur la Lune et de le raccompagner, alors qu'aujourd'hui, on ne peut plus y aller. Donc, et que malgré la technologie très avancée des Russes, comme je disais tout à l'heure, ils n'ont pas réussi à mettre une sonde dans l'espace. Kim Jong-un a rendu une visite plus que de courtoisie à Poutine, puisqu'il est resté plusieurs jours. Ils se sont échangés beaucoup d'armes, en fait. Alors des petites armes, mais aussi ils ont annoncé qu'ils allaient travailler sur des plus grosses et plus de technologies. L'OTAN, qui livre des armes à sous-munitions à l'Ukraine, mais également des armes à uranium appauvri. Alors on se rappelle que les Irakiens ont bénéficié également des armes à uranium appauvri des partenaires des Américains et des Américains pendant la guerre là-bas. On sait que ça a d'énormes conséquences sur les enfants, sur les femmes, sur la pollution des zones où ces munitions ont été tirées. Un nouveau rideau de fer pour les citoyens russes. Écoutez, ça semble être le cas, puisque de plus en plus de pays européens, les États baltes, la Pologne, veulent rendre extrêmement compliqué la possibilité pour les citoyens russes de traverser leur pays, même s'ils ont un mandat Schengen en bonne et due forme. Beaucoup de monde avait prédit que le dollar allait énormément souffrir. En fait, il souffre. C'est d'ailleurs pour ça que les taux d'intérêt aux États-Unis sont montés à des niveaux énormes, et ce qui permet de continuer à maintenir le dollar, qui reste également la monnaie dans laquelle sont libellés énormément de dettes de beaucoup de pays, donc ils ont besoin de dollars pour les rembourser, et également pour le SWIFT. Donc le dollar ne s'est pas écroulé, ni l'euro. Ça ne saurait tarder. À quelle échéance, hein? Vous savez, au moment des subprimes, il y avait des gens qui, plus d'un an avant, avaient expliqué de façon très claire pourquoi le marché immobilier allait s'écrouler. Et les grandes banques, les grands fonds d'investissement, les grands acteurs ont fait en sorte que malgré l'événement de cette bulle pyramidale complètement spéculative, hein, cette pyramide de Ponzi de l'immobilier, ça avait tenu. Et ça leur avait permis d'ailleurs d'inonder le monde de produits financiers complètement pourris, et ce qui fait qu'en fait cette crise des subprimes, qui aurait pu être limitée aux États-Unis si elle s'était écroulée quand c'est devenu une évidence, a touché le monde entier.
Voilà, bah, les Américains vont s'assurer que ça touche le monde entier. Et pendant la période où le dollar vaut encore de l'argent, eh ben, ils achètent des actifs, ils achètent des actifs immobiliers, ils achètent des terres, ils achètent de l'art ancien, ils nous vendent de l'art contemporain pas forcément très intéressant. Et donc on voit véritablement la manière avec laquelle ça se passe. Le pape sera bientôt à Marseille pour une messe. Il s'est passé pas mal de choses à la lanterne, puisque le président continue à y aller avec Brigitte. Le gaz russe continue à passer par l'Ukraine, donc il ne passe plus par Nord Stream 1 et Nord Stream 2. Et donc ça veut dire que l'Ukraine continue à toucher beaucoup de royalties, mais ça veut dire aussi que l'Europe, malgré toutes les sanctions, ne sait pas se passer du gaz russe, et d'ailleurs essaie de remplir au maximum les réserves avant l'hiver, qui pourrait être bien plus froid que l'hiver de l'année dernière. Et on sait qu'un hiver froid, s'il est commencé avec des réserves en Europe pas tout à fait pleines, et que les Russes décidaient à un moment ou un autre qu'ils commencent à en avoir marre de voir Sébastopol bombardé par des missiles français, américains, anglais, qui essaient de détruire leurs bateaux, qui essayent de détruire leurs ports, mais qui essayent aussi de détruire le pont de Crimée, parce que c'est un peu une cible de choix. Et les défenses aériennes russes ont beau être énormes, quand vous avez une pluie de drones et de missiles, c'est difficile de vous en protéger. Mais ça, c'est également un message pour les gens qui auraient des velléités d'escalade contre les Russes. Quand on a un pays qui a 6000 têtes nucléaires, c'est complètement illusoire de penser s'en protéger. Et donc ce serait vraiment un cataclysme pour le monde. Donc je pense qu'il est urgent de discuter de la paix et d'une paix globale, parce qu'on voit ce qui se passe également entre la Serbie et le Kosovo, des tensions qui sont toujours importantes, même si elles sont beaucoup plus faibles au Proche, au Moyen-Orient, toutes ces tensions en Libye, qui n'est pas du tout un pays stabilisé, en Irak, les tensions en Afrique, les tensions sur les flux migratoires, enfin, qui traversent le Mexique et qui arrivent, des millions de personnes qui arrivent chaque année aux États-Unis. Enfin, les images sont incroyables. On voit des dizaines de milliers de personnes qui arrivent, mais c'est la même chose à Lampedusa, pour prendre cet exemple, mais également les personnes qui sont massées dans des camps en Turquie ou ailleurs, ce qui est d'ailleurs souvent une monnaie de chantage par les pays qui ont ces camps vis-à-vis de l'Europe, en disant si vous continuez pas à me donner des milliards et qu'on ne réussit pas à travailler de telle manière, nous on va ouvrir les camps et vous allez pas savoir quoi faire de millions de personnes, puisque l'Allemagne, qui avait accueilli des millions de Syriens, qui a accueilli aussi des millions d'Ukrainiens, maintenant ne sait pas comment gérer ça, ne sait pas comment continuer à les loger gratuitement, à les financer de façon gratuite, enfin l'école, etc. Les pays ne savent plus quoi faire. Si on prend la phrase de Duda, donc le président polonais il y a quelques jours, il disait que l'Ukraine en fait est comme une personne qui se noie. Et donc c'est très compliqué de sauver quelqu'un qui se noie, parce qu'en se débattant, il peut entraîner avec lui ceux qui essayent de le sauver. Donc c'est une image qui est tout à fait parlante, et on sait, les sauveteurs en mer le savent, souvent la première chose malheureusement qu'il faut faire pour sauver quelqu'un qui ne sait pas garder son calme, c'est de l'assommer. Donc sous-entendu, de faire taire et d'empêcher de gesticuler les personnes qui sont à la tête de l'État en question, et en l'occurrence Zelensky et un certain nombre de personnes. Mais comme les Américains et les Français continuent à considérer que c'est le meilleur allié possible, on vient de découvrir que même si les républicains voudraient arrêter les milliards, et c'est Ron Paul en tête, les milliards qui abreuvent entre guillemets l'Ukraine d'armes, d'argent pour
Avant, il y avait les flux avec FTX, etc. Donc, on ne sait pas trop, entre guillemets, ce que devient tout cet argent, ce que deviennent toutes ces armes. On sait qu'ils alimentent les marchés noirs, la contrebande. On sait même que les Russes achètent un certain nombre d'armes ou en récupèrent pour faire du rétro-engineering. Donc, ils apprennent à contrer les munitions de l'OTAN. Mais le Pentagone a annoncé qu'en fait, peu importe ce que dirait le Sénat et le Congrès, pour l'instant, en tout cas, dans le cadre de ses prérogatives, il continuerait à inonder d'armes et d'argent l'Ukraine, puisqu'on sait que le Pentagone dispose de centaines de milliards de budget chaque année et sur lesquels il a une grande liberté, comme la CIA, comme le FBI d'ailleurs, puisqu'on voit bien, on avait vu pendant les années Trump qu'en fait, ces organisations sont complètement autonomes du pouvoir présidentiel. Et évidemment, quand, comme c'est le cas en ce moment, le Congrès est plutôt républicain, puisque c'est la majorité, le Sénat est plutôt démocrate, puisqu'ils ont la majorité, mais il y a des difficultés de trouver des équilibres, etc. Et donc, évidemment, le Pentagone dit, dans ces circonstances, c'est moi qui vais prendre les décisions sur les armes. Donc, c'est une situation qui est complètement folle. Donc, début de la procédure d'impeachment, succès au cinéma du film Barbie, des Martiens au Mexique. Donc, on a la musique Covid, la guerre, l'inflation, les monnaies numériques, l'identité numérique, la censure, le woke, le LGBT+, Barbie, les martiens. Donc plein de choses sur les martiens. Évidemment le climat, parce que ça maintenant c'est vraiment le climat. Et d'ailleurs on est trop d'humains sur Terre, donc s'il pouvait y en avoir un peu moins pour le climat. Et c'est parce que les gens se sont pas bien vaccinés que machin. Et les catastrophes d'ailleurs c'est à cause des Russes. Et les risques alimentaires qui approchent, ce sera les Russes. Si jamais il y avait des problèmes dans ce domaine. Alors, il y a plein d'élections qui s'approchent, et donc tous les partis sont en train de montrer leurs muscles. Évidemment, ils n'ont pas du tout l'intention de s'unir les uns les autres, donc ce sera, quoi qu'il arrive, du bonheur pour ceux qui tirent les ficelles, parce qu'ils auront toujours la majorité dans les assemblées. Alors, pas forcément la majorité totale, mais une majorité suffisante pour faire des petites alliances ou des désalliances en face. Je vous rappelle que le gouvernement Macron a fait je ne sais pas combien de 49.3, il a fait passer toutes ses lois, que ce soit sur les retraites, sur le pass vaccinal en son temps, sur la censure. En fait, peu importe le sujet, comme il n'y a pas d'union, comme il n'y a que des divisions, ça fonctionne parfaitement. Alors je reviens un peu en arrière, parce que ça c'était une introduction sur tous les sujets dont j'ai envie de vous parler au cours des prochains jours, au cours des prochaines capsules, parce que je ne vais pas en parler de tous dans cette capsule, mais j'en avais fait moins parce que je voulais un peu, déjà, je consacrais beaucoup de temps à Internet, un peu moins à des projets plus personnels. Donc j'avais besoin de voir comment toutes ces choses allaient mûrir. Donc il y avait des projets évidemment anecdotiques, puisque tout ça c'est bénévole, ça rapporte évidemment rien. Donc on a créé une émission avec le gilet jaune Vincent qui s'appelle Amicalement Vôtre. Alors j'ai réalisé qu'on en était à la 30e émission. Donc qui a de plus en plus de fidèles. Alors elle est moins régulière en ce moment, puisque Vincent a un projet de vie qui lui a pris comme ça assez subitement, mais avec sa femme, ils ont décidé d'abandonner la vie, entre guillemets, sédentaire et de se donner 2 ans de vie pour parcourir la France, pour parcourir des fermes de France, pour parcourir des forges, pour parcourir des domaines viticoles et s'y arrêter de temps en temps pour essayer d'y travailler et faire ça avec des ânes. Donc ils ont 2 ânes sur lesquels ils ont installé des tentes, une grande tente, une petite tente. Enfin, il vous expliquera, vous verrez, c'est un projet qui est passionnant
On a toujours notre projet avec Théa d'impertinence. On en a fait un peu moins ces dernières semaines parce que j'allais moins souvent dans le sud chez elle. J'ai participé à plusieurs émissions avec Tribune Libre de Stéphanie, qui est un super média. Vraiment, je vous encourage parce qu'elle fait un super travail. Elle interviewe des personnes longuement. Elle prépare bien ses interviews. Et c'est toujours passionnant. Valérie Scholler, hein, donc qui parle sur YouTube des oiseaux. Alors, il avait perdu son compte Twitter, il en a recréé un autre. On a créé une émission qui s'appelle Des mots sur nos mots. Alors, on ne partage pas les mêmes avis sur le fait de manger ou pas de la viande, d'être vegan, d'avoir des enfants ou autre, mais c'est passionnant justement. C'est parce qu'on s'oppose sur ces sujets et qu'on s'entend bien sur d'autres sujets qu'on se respecte et qu'on peut débattre éventuellement sur des sujets comme le wokisme, comme les élevages bio, comme la déforestation, etc. Donc c'est quelqu'un de très très intéressant. Rémi, qui a lancé il y a quelques mois son média Le Banquet et qui est, semble-t-il, un grand succès. Je remercie. J'en suis à 5 ou 6 articles pour Le Banquet. On a fait une longue interview ensemble qui a un grand succès. Une interview juste avant l'été avec TVL. C'était ma deuxième interview avec Pierre dans son émission économique et géopolitique passionnante. Je vous invite à regarder. Je crois qu'il s'est mis en ligne chaque lundi. Et donc, c'est vraiment une émission intéressante, comme la plupart des programmes d'ailleurs de TVL, qui est une super chaîne qui fêtait ses 10 ans avant l'été. Ils ont fait une grande fête et franchement, il y avait une énorme énergie. Il y avait des gens qui les soutiennent et qui étaient invités. Il y avait toutes les personnes qui participent aux différentes chaînes, que ce soit les invités, etc. Et je pense que c'était une belle démonstration de force de cette chaîne qui se bat et qui résiste. Donc félicitations Martial Bild et toutes tes équipes pour le travail formidable que vous faites depuis 10 ans. Donc c'est vraiment bien. Moi j'ai également lancé une petite chaîne YouTube et vous êtes en train de regarder, donc je vais continuer à me battre pour que cette chaîne se développe et pour que de façon pédagogique, avec mon style que j'essaie d'être personnel, j'essaie pas du tout de faire des coups, des scoops, des émissions très courtes, pleines d'images, pas pleines d'images. Enfin, j'ai tenté des choses pour voir ce qui me correspondait et je pense que ce qui me correspond, c'est cette espèce de système de podcast où je vous parle. Alors j'ai toujours des petites notes pour éviter de trop partir dans tous les sens parce que dès que j'ouvre une petite porte au fur et à mesure où mon cerveau, j'ai envie de vous en parler pendant des heures parce que tous les sujets sont passionnants et pour réussir à les comprendre et finalement à les intégrer, moi j'ai l'impression qu'il faut en parler en détail, de façon à comprendre les mécanismes monétaires ou les mécanismes militaires, stratégiques, comprendre la personnalité des chefs d'État, comprendre leur parcours de vie, comprendre les amitiés qui les lient aux personnes qui les entourent et qui leur permettent de construire une politique sur le long terme. C'est ce qui s'était passé par exemple avec Wagner, où il y a eu cette tentative de Prigojine de faire en sorte que Poutine s'éloigne de ses plus fidèles compagnons de route, et en particulier Shoigu, son ministre de la Défense, et on a vu que ça n'avait pas fonctionné, que Shoigu reste le ministre de la Défense, c'est un personnage éminemment important dans l'entourage de Poutine, et c'est une bonne chose, parce qu'en fait, quand on est chef d'État pendant 20 ans d'un des pays les plus convoités, sur lesquels il y a le plus d'efforts et d'investissements qui sont mis pour le détruire de l'intérieur, pour le détruire de l'extérieur, puisque maintenant toutes les preuves prouvent que
l'OTAN et les Américains ont menti aux Russes dans les années 90, enfin à la fin des années 80, début des années 90, au moment de la perestroïka, ils n'ont jamais respecté leur parole de ne pas avancer vers l'Est, de ne pas avancer évidemment vers l'Allemagne de l'Est, mais après c'était Pologne, Roumanie, Bulgarie, etc. Donc les Russes ont toujours été trompés parce qu'il y a toujours eu cette volonté de détruire la Russie, de s'accaparer ses ressources et de détruire cette religion, puisque c'est un pays qui est un pays chrétien orthodoxe, et forcément c'est quelque chose qui ne plaît pas à l'état profond mondial. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, j'ai évoqué tout à l'heure Macron qui se prend pour l'antéchrist, qui se photographie comme l'antéchrist, qui se décrit comme l'antéchrist, qui agit comme ça. Alors je sais que dit à brûle-pourpoint, ça paraît étonnant, mais on en est à 3 articles sur le sujet, 3 longs articles de plus de 15 000 mots, pour le banquet, donc de Juste Milieu, Rémi. Des interviews, moi j'ai fait des longues capsules sur le sujet, donc je vous invite à les regarder. Beaucoup de gens s'y sont intéressés, il y a énormément d'informations, vous verrez, c'est extrêmement troublant. C'est pas, il ne faut pas croire que ça existe et que c'est possible. Ce qui est important, c'est que les personnes en question y croient, elles, et donc elles adaptent leur comportement dans ce sens. Voilà, ce qui est intéressant aussi, c'est ce qui se passe avec Twitter. On a Tucker Carlson, je le disais tout à l'heure, qui a toujours 8 millions d'abonnés, mais qui propose maintenant des vidéos régulièrement qui dépassent les 100 millions de personnes qui les regardent. Il n'y a pas du tout ce type de chiffre pour les émissions politiques nulle part ailleurs que sur Twitter, qui est en train de devenir un média très important, qui souffre toujours d'un manque de publicité, qui a été extrêmement attaqué par l'intelligence artificielle, ce qui a poussé Elon Musk à réduire considérablement la possibilité des différents comptes de surfer, parce qu'en fait, ce qui se passait, c'est que l'intelligence artificielle prenait possession des comptes. Ouais, ça paraît fou, mais voilà, en fait, quand il n'y a pas de double vérification, de triple vérification, en fait, avec les algorithmes d'intelligence artificielle, ils peuvent casser les codes de pratiquement tout le monde en temps réel. Et dès que vous n'êtes pas actif avec votre compte, l'intelligence artificielle peut l'être et fait des millions, des milliards de requêtes, et forcément les serveurs explosent. Et puis surtout, plus que d'exploser, en fait, les serveurs, tous les moyens de rémunération que Twitter a essayé de mettre en place, donc en fonction du trafic, en fonction de la notoriété des comptes, en fait tout ça tombait à l'eau parce que les annonceurs découvraient que c'était pas des vrais clients qui venaient regarder les pubs, qui cliquaient, enfin tout ça est extrêmement compliqué. Donc semble-t-il Google, YouTube réussit à mieux le faire, mais même eux en fait ont mis en place des systèmes où ils calculent à 24 heures ou 48 heures le vrai trafic du site pour savoir comment rémunérer les pubs, justement pour éviter toutes les méthodes de piraterie mises en œuvre par des gens mal intentionnés, soit pour truquer les statistiques, et c'est vraiment un usage, on sait tous, il y a des comptes qui officiellement ont des millions de personnes qui les suivent, mais en réalité personne ne les suit. Alors il y a des fermes à faux comptes, etc., qui on a en tête ces images où il y a des milliers de téléphones qui sont connectés et qui, plus ou moins intelligemment, plus ou moins discrètement, font vivre des faux comptes et donnent l'impression que les personnes populaires ont des comptes, ou alors créent des tendances avec des mots-clés. Enfin, tout ce que je peux dire, c'est que il y a beaucoup de personnes qui reprochent énormément de choses à Elon Musk. J'avais fait une capsule pour parler de lui, j'en referai. Je sais que tout ce qui concerne Neuralink, Tesla, son travail dans l'espace, etc., c'est extrêmement troublant. C'est possible que ça le soit, mais je pense que les intentions profondes d'Elon Musk sont altruistes, mais c'est quelqu'un qui sait que il navigue dans un terrain extrêmement compliqué,
Il a beaucoup de contrats avec l'État américain, puisqu'il est devenu un acteur extrêmement puissant dans beaucoup de domaines, hein, en particulier l'espace. Donc il fabrique des moteurs de fusée, il fabrique... et donc il a des contrats avec la NASA, il a des contrats avec le Pentagone, il a des contrats avec tous ces gens-là. Donc il faut faire attention à pas perdre tous ces contrats, parce que ce serait comme un château de cartes qui s'effondre, puisque tout son fonctionnement, il y a beaucoup de dettes, hein. Il est censé être l'homme le plus riche du monde, mais l'argent n'est pas disponible, hein. Il est riche par les sociétés dans lesquelles il a beaucoup d'actions, mais à tout moment, tout ça peut s'effondrer. Donc on a des gens très riches chez nous en France, et qui sont nettement moins attaqués, puisque quand on voit à quel point Elon Musk est attaqué, mais pour ne citer que lui, Bernard Arnault, qui possède Le Parisien, qui possède Les Échos, qui a des participations dans des tas de boîtes, enfin, y compris dans le domaine médical, qui est très lié à Thierry Breton, qui, je crois, est même son exécuteur testamentaire. Enfin, voilà, qui pourtant est un commissaire européen. Donc on se demande, là encore, s'il n'y a pas des risques de conflit d'intérêts en cascade. Vous imaginez, vous avez quelqu'un qui a d'énormes intérêts sur Internet. Enfin, quand vous avez un groupe comme Louis Vuitton, et c'est une petite partie, hein, enfin c'est une grosse partie de la fortune évidemment de Bernard Arnault, mais qui est un annonceur considérable dans le domaine des spiritueux, dans le domaine de la mode, dans le domaine de l'art contemporain, donc comme je disais, dans le domaine des médias, et dont l'exécuteur testamentaire est un commissaire européen. Enfin, vous vous dites, mais tout ça, c'est du délire. Ça se passerait dans d'autres pays, on regarderait, on parlerait de république bananière, mais non, mais ça se passe en France avec une des personnes les plus riches du monde, et on trouve ça tout à fait normal. Et encore une fois, je ne critique pas. Je ne dis pas que c'est bien ou mal, hein. Je dis que sur tout ce qui s'est passé pour les choix des vaccins, etc., quand on découvre que Bill Gates était très impliqué dans les vaccins de Moderna, quand on découvre que il y avait peut-être aussi des milliardaires français qui étaient également impliqués dans les mêmes vaccins, on est en droit de se poser des questions. Voilà. Donc les journalistes doivent faire leur travail, doivent s'y intéresser, mais bizarrement, souvent sur ces sujets-là, les journalistes ne bougent pas tellement. Ils ont plutôt tendance à attaquer, je vois... tous les journaux d'investigation, souvent ils attaquent pas les plus gros acteurs. Ils n'attaquent pas le pouvoir en place, le pouvoir politique ou le pouvoir économique, ou ils le font dans une certaine décence, soit parce qu'ils ont peur de perdre leur TVA favorable, soit ils ont peur de perdre leurs aides. Je vous rappelle juste à titre indicatif les centaines de millions d'euros que l'État donne chaque année à la presse, donne chaque année aux médias de télé, qui sont tenus de toute façon au travers des licences. On voit bien là le groupe BFM qui appartient à Draghi, les montages en cascade, beaucoup de dettes, lui-même n'est même pas fiscalisé en France. Vous imaginez quelqu'un qui possède des médias hyper importants, depuis quand c'est possible dans une grande démocratie d'avoir des personnes qui ne sont pas du pays, qui sont à la tête de sociétés, qui contrôlent des médias super importants, qui ne payent pas leurs impôts dans le pays en question. Enfin, on est vraiment devenu un pays incroyable. On a vendu Alstom, notre santé était conseillée par McKinsey, qui aurait utilisé les mêmes modèles de documents dans pratiquement tous les pays du monde. On ne voulait pas que Djokovic vienne jouer chez nous là, pour ses matchs de tennis. Parce qu'il n'était pas vacciné, alors que c'est en plein air et qu'à la limite... je ne vais même pas rentrer dans toutes ces choses-là. Je pense que tout le monde le sait.
Bah, ce qui est choquant, c'est quand le président de la République française dit qu'il ne faudra pas qu'il y ait d'athlètes russes et de Russes aux Jeux Olympiques, alors que la France, historiquement, c'était le pays de la paix. On se dit qu'on est vraiment très très mal gouverné, parce qu'encore une fois, cette guerre, elle ne pourra conduire que l'Europe dans un chaos total. Et ce qui est fou, c'est que, évidemment, le chaos en Europe a des conséquences sur le reste du monde, parce qu'en fait, on est une des locomotives, de la même manière que le chaos au sein de l'Europe, en Allemagne, aura des conséquences sur les pays voisins. Il n'y a pas de quoi être content ou heureux que l'Allemagne souffre, parce qu'en fait, on en souffrira tous. Le monde souffre de ça. Les pays d'Afrique, alors ils se libèrent de nous, donc ils vont avoir peut-être plus de possibilités, de perspectives, mais ils recevaient beaucoup d'argent qui arrivait de leur famille qui étaient chez nous. On a vu, c'est ce qui s'est passé pendant le Covid avec le Sri Lanka, où il y avait énormément de personnes, des diasporas, qui pouvaient envoyer moins d'argent dans leur pays. Et on a vu, ça avait été une catastrophe, comme partout dans le monde. Donc, c'est un mikado, le monde. Et c'est d'ailleurs ce qui explique le comportement de quelqu'un comme Vladimir Poutine, qui est provoqué, enfin c'est incroyable. Il aurait 1000 raisons d'exploser. Vous imaginez d'autres présidents, un président Trump à la place de Poutine, mais il aurait déjà envoyé des bombes atomiques, et en inversant les rôles. Et évidemment, un président comme Biden ou autre, idem. Mais Poutine sait très bien que c'est le piège, en fait. C'est qu'on veut l'inciter à faire ça. Évidemment, il ne fera pas une guerre nucléaire totale, donc ce serait peut-être des bombes tactiques ou autres pour donner une leçon. Résultat, il se retrouverait là pour le coup très isolé, parce que c'est ce que craignent évidemment aussi les Chinois, qui ne veulent pas de ça, parce qu'en réalité, le monde, c'est comme un mikado. Et pour l'instant, en fait, cette guerre en Ukraine qui a des conséquences fortes sur l'économie mondiale, sur l'inflation mondiale, mais pas autant qu'on l'imagine. En fait, c'est cette espèce de gabegie depuis tellement d'années, de société de surconsommation, de choses inutiles. Vous avez qu'à vous balader, que ce soit dans les vides-greniers, sur Internet, partout, vous vous rendez compte des pléthores de choses. Vous regardez dans vos maisons, dans vos greniers, vous dites, mais où va le monde? La mode, enfin, une boîte comme Louis Vuitton, elle fonctionne bien parce que les femmes jettent des chaussures à 2000 €, après, enfin, elles jettent, ou les donnent à quelqu'un qui va les vendre sur Internet ou autre, parce qu'elles ont été portées une fois, ou qu'elles ne sont pas de la mode des 6 derniers mois, etc. Enfin, c'est une société qui est complètement délirante. Et ils osent nous parler de réchauffement climatique. Ils osent dire aux personnes pauvres de se chauffer moins et de prendre des douches froides, alors qu'on continue à faire de la pub pour que les gens, pour le luxe, pour toutes ces choses-là. Mais vous vous rendez compte l'indécence? Vous avez Charles III qui est invité. Alors, moi, j'ai eu des personnes qui me disaient, mais Bertrand Scholler, il est frustré parce qu'il n'est pas invité au dîner, etc. Mais Bertrand Scholler, petit 1, il s'en fout d'être invité au dîner. Il a déjà vécu ça, vous ne pouvez pas imaginer. Mais ce qui me choque, c'est que, d'une part, est-ce qu'il y a besoin d'avoir un dîner avec 160 ou 170 ou 180 personnes? Parce qu'évidemment, au dernier moment, il y a des gens puissants qui ont dit, mais pourquoi moi je ne suis pas invité? Pourquoi je ne suis pas à cette table? Voilà. Déjà, ça a un côté un peu ridicule, cette immense table avec ce service hors de prix, tous ces magnums et doubles magnums de vin hyper raffinés qui ont été ouverts et qui ne seront pas bu, parce que 80% des gens à table vont pas boire, mais les bouteilles, elles sont ouvertes pour faire respirer, parce que des grands vins comme ça, on ne peut pas les ouvrir en ouvrant les bouteilles au fur et à mesure à la demande. C'est pas comme ça que ça se passe. Des méfaits, des choses mais complètement dispendieuses, mais comme à l'époque pré-révolutionnaire à Versailles. C'est-à-dire que c'est une époque où, bah oui, mais on est la cour française, on est l'aristocratie française, donc on fait des grands dîners et des grandes choses, alors qu'il y a des gens qui ont faim. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est indécent. Évidemment, on a tous envie que la France soit un grand pays, un pays qui est fier.
Mais c'est pas parce qu'on est un grand pays et qu'on est un pays qui est fier qu'on trouve normal tous ces jets privés qui volent avec une ou deux personnes, qui font des allers-retours pour je sais pas quoi, pour 1 heure. Enfin, il faut que les gens deviennent raisonnables. Il faut être exemplaire. On me dit, mais De Gaulle aussi, il recevait bien. Bon, d'abord, De Gaulle, c'était la période des 30 Glorieuses. Il y avait plus d'argent, il y avait plus de moyens, il y avait peut-être besoin de faire, entre guillemets, un peu moins d'efforts. Et encore, je veux dire, si vous faites ça avec votre argent, si le président de la République française dit « Moi, j'invite le roi Charles III à venir à la Lanterne, faire un bon repas, et voilà, comme c'est mon pote, je lui fais l'accolade, je le tripote dans tous les sens, etc. Et ben, j'ouvre une bouteille parce que j'ai un bon salaire, parce que j'ai gagné beaucoup d'argent quand j'étais chez Rothschild, et j'ouvre une bonne bouteille. » Vous croyez que tous les chefs d'entreprise, toutes les personnes du monde, ils se permettent en permanence, quand ils ont des invités, de payer ça? Mais ils vont être contrôlés par les impôts. On va leur dire, mais monsieur, je suis désolé, c'est quoi cette note de resto à 50 000 euros voilà, votre boîte, elle est en déficit, elle est endettée, et vous permettez de faire des dîners à 50 000 euros ou de loger dans un hôtel à 10 000 balles la nuit, etc. Non, non, c'est scandaleux. C'est ça qui va se passer. Et nous, on a un président d'un pays surendetté, d'un pays qui dit aux Français de faire des efforts, qui demande aux stations d'essence de vendre à perte. En fait, c'est surtout pour permettre à Total de ne pas se ridiculiser, parce qu'il a annoncé qu'il ne vendrait pas l'essence à plus de 2 euros, et ça risque d'être de plus en plus difficile à faire. Et donc, peut-être qu'ils vont être obligés de vendre légèrement à perte pendant un temps. Mais bon, ce que Total perd d'un côté, il le gagne de l'autre, ne vous inquiétez pas, le raffinage, le machin, enfin, il y a encore beaucoup de possibilités de marge pour les grands dans le domaine du pétrole. Donc, ils ne perdront pas, et puis c'est des boîtes qui font énormément de bénéfices, donc ils réussiront, quoi qu'il arrive, ils s'en sortiront bien. Mais peut-être que les gens de la grande distribution, s'ils étaient tombés dans ce piège, ce serait différent. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que les choses sont super compliquées, et le gouvernement se moque de vous, et les médias se moquent de vous. C'est-à-dire qu'à la télé, on vous explique la grandeur de la France, il fallait faire ça bien, etc., etc. Mais la grandeur de la France, c'est de faire ce que la Russie a fait avec son pays. C'est-à-dire une croissance envers et contre tout. C'est-à-dire réussir à tisser des vrais partenariats solides avec d'autres pays, comme avec la Chine, comme avec la Biélorussie, d'essayer de reconstruire des liens avec des pays qui ont été, typiquement, prenons le cas de l'Arménie. L'Arménie, c'est un pays ami de la France. L'Azerbaïdjan, c'est un pays ami de la France. Et on les laisse s'entre-déchirer et on ne fait rien. L'Azerbaïdjan est en train de conquérir une grosse partie de l'Arménie et ça nous paraît normal. Et on a empêché l'Arménie d'avoir des liens très forts avec la Russie ou avec l'Iran, en leur disant si vous faites ça, on ne vous aidera plus. Alors que peut-être ils auraient pu trouver une solution moins pénalisante pour leur territoire et pour leur peuple qui sont en plein exode. Mais tout ça, en fait, ça ne nous préoccupe pas. Bizarre. Alors, double standard, double langage. Parce que pour l'Ukraine, avec la Crimée, etc., il faut sanctionner énormément la Russie, il faut péter Nord Stream, il faut les sortir du SWIFT. Mais alors, pour l'Azerbaïdjan, qui prend toute une partie de l'Arménie, alors là, c'est normal. Circuler, il n'y a rien à voir. À la limite que la Russie, encore une fois, permette d'éviter un massacre. Alors évidemment, une paix qui désavantage un acteur, c'est jamais bon, mais si ça évite beaucoup de morts, beaucoup d'effusions de sang, beaucoup de destruction, et donc toutes les conséquences à terme, parce que quand il y a une guerre comme ce qui est en train de se passer entre l'Ukraine et la Russie, évidemment ça crée beaucoup de ressentiment. Toutes les mères russes qui ont leurs enfants qui meurent et qui savent que c'est les armes françaises, les armes anglaises, les armes américaines, les armes allemandes qui tuent
des milliers de Russes, qu'est-ce qu'elles en pensent? Et les mères ukrainiennes qui voient les armes russes, évidemment, tuer des centaines de milliers de soldats ukrainiens, jeunes, moins jeunes, évidemment, elles pardonneront pas. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Et c'est tout le problème des guerres. Et on sait maintenant, par toutes les indiscrétions d'Hollande, Merkel, tout ça, que l'Occident voulait cette guerre. Pour ceux qui en doutent encore. Et la Russie n'en voulait pas. Mais la Russie, il y avait le Donbass qui était bombardé, et il y avait un pays qui était en train de mobiliser des centaines de milliers de personnes formées par l'OTAN pour vraiment reprendre tout le Donbass, peu importe les conséquences sur les habitants qui y étaient encore, et la Crimée. Et pour la Russie, il est hors de question de considérer que la Crimée ne fait pas partie de la Russie, pour plein de raisons historiques. Hein. De toute façon, il n'y a qu'à prendre les cartes géographiques pour se rendre compte que la Crimée a toujours été russe, d'ailleurs l'Ukraine aussi, entre nous. Voilà, donc j'avais prévu, comme je vous dis, de développer un certain nombre de sujets. Alors je l'ai fait dans plein de tweets, hein. J'ai pas mal parlé de Wagner, j'avais pas mal parlé de la révolte, puis de la mort de Prigojine. Je le ferai dans d'autres capsules, ça c'était un peu ma capsule introductive. Ben, j'espère que vous la partagerez, j'espère qu'elle vous donnera envie de regarder mes capsules suivantes, qu'elle vous donnera envie de vous abonner, mais également de vous abonner à ceux dont je vous ai parlé et avec qui je prends du plaisir à discuter, à travailler. Je vous annoncerai dans les semaines prochaines les projets sur lesquels j'ai travaillé pendant l'été, et qui n'ont rien à voir avec les médias, mais qui ont plutôt à voir avec la vie, avec la nature, avec la bonne santé, avec évidemment, ce qui est ma nature, c'est l'entrepreneuriat. Donc je vais développer un certain nombre de choses qui, j'espère, auront beaucoup de succès et qui intéresseront qui vous intéresseront. En tout cas, moi, ça me passionne, l'idée d'avancer dans cette direction, et j'ai pas mal de copains qui sont déjà impliqués dans ces projets, et voilà. Donc je suis très impatient de vous en parler dès que ça aura pris forme. Donc je vous souhaite un bon week-end à tous. Je ne mettrai pas d'images insérées pour documenter ça, mais de toute façon vous avez déjà vu la vidéo au moment où vous en êtes là. Donc merci pour les pouces levés, merci pour les partages, merci pour les abonnements, merci pour le soutien. Plus que jamais, prenez du temps pour vous, prenez du temps pour votre famille, prenez du temps pour vos projets. Essayez d'avoir des projets le plus concrets possible, le plus en lien avec la nature, avec la terre, avec le local, avec ce qui vous entoure, avec des gens avec lesquels vous avez envie de travailler, etc. Si vous êtes dans le monde des médias ou dans le monde de la politique, pareil, hein, n'essayez pas d'aller dans trop de directions. Je pense que c'est bien d'essayer de bien faire ce que vous pouvez faire et dire. Et j'encourage tous ceux qui sont nés, qui se sont lancés là-dedans récemment. Ce ne sera pas mon cas, donc je ne vais pas essayer de faire un média avec des abonnements, etc. Je vais vraiment dans une autre direction, mais je vais continuer à faire ce que je fais, les capsules, les tweets, avec beaucoup de plaisir, comme je fais en ce moment. Voilà, donc à bientôt pour une prochaine capsule dans laquelle je détaillerai ce que j'ai dit en introduction de celle-ci, et en particulier, je vous reparlerai un peu du sommet des BRICS, de la visite de Charles III, de la mort de Prigojine, voilà, des procédures contre Biden, de la chevauchée de Trump, de Tucker Carlson, de Musk, etc., de ce qui va se passer avec le Covid, de la Finlande qui est dans l'OTAN, de Nord Stream 1 et 2. Enfin voilà, plein de choses. Peut-être je vous parlerai de sorties cinématographiques, et puis je vous parlerai... bon voilà, à bientôt. N'oubliez pas de partager, de commenter cette vidéo. N'oubliez pas d'en parler à vos proches.